Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission du monde canin de Jessica. On parlait des mythes et des réalités. Alors, on va poursuivre. On vous avait laissé en suspens, j'étais avec Jessica Gagnon, on vous avait laissé en suspens avec un chien. Est-ce qu'un chien peut être jaloux? Oui. On était rendu là, justement, est-ce qu'un chien peut être jaloux? Souvent, les gens vont beaucoup dire Ah, mon chien est jaloux. Ouais. Bon, ben exemple, quand mon conjoint s'approche, ben, là, il s'immiscer entre nous deux, tu sais, il veut pas que je donne des bisous à mon conjoint. Ouais, ouais. Des fois, il y en a qui vont dire Ah, l'autre chien, je flatte mon autre chien arrive, il est jaloux, il veut l'attention. Mais en fait, un chien ne peut pas être jaloux en soi. Souvent, ce qu'on associe à la jalousie, en fait, c'est justement c'est de la protection de ressources, un peu dans le même principe. Donc, le chien peut créer l'association que quand que l'humain s'approche, je perds le contact, donc recherche le désir de que l'autre individu ne s'approche pas ou de s'immiscer pour venir à rechercher le contact. Donc, souvent, le chien va vraiment, en fait, effectuer un comportement parce que, justement, il est dans... il sait dans la prédilection, donc il va savoir, il va prédire ce qui va se passer. Et comme il sait qu'il risque de perdre soit le contact, l'affection, la nourriture, peu importe quoi, bien, il va effectuer un comportement qu'on souvent on associe à de la jalousie. Mais en fait, le chien se dit pas genre, je veux pas que lui ait de contact, c'est tout moi qui l'a ou ces choses-là. C'est juste instinctif chez l'animal. Tous les animaux font, même l'être vivant, on fait de la protection de ressources. C'est qu'on protège notre maison, qu'on protège nos enfants, qu'on protège notre nourriture. Si quelqu'un rentre chez nous, ben, on est comme hey, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, tu sais, sans vraiment s'en apercevoir, on fait de la protection de ressources. Et la protection de ressources est instinctive et nécessaire à la survie. Parce que si on ne protégerait pas nos ressources, ben, on ne survivrait pas. Fait que souvent, les individus à plus fort caractère vont effectuer plus de protection de ressources. Donc, souvent, on a tendance à dire que c'est des chiens qui sont plus jaloux, mais en fait, c'est simplement des chiens, des individus que dans la nature auraient eu plus de chances de survivre parce qu'ils ont un instinct justement de protection de ressources qui est plus élevé à ce niveau-là. Donc souvent, on va dire que c'est un individu qui a plus de caractère, qui a plus ci, qui a plus ça, mais souvent, ben, c'est relié en fait à un instinct primaire de survie. Là. Donc, OK, parce que tu sais, moi j'ai deux chiens, je donne une gâterie à un, tu peux sûr que l'autre. L'autre, elle me gratte en... Oui, là, c'est ça. Fait que souvent, ce qu'on peut associer, c'est elle est jalouse, l'autre a une gâterie. Ben, en fait, c'est simplement qu'elle a peur de perdre sa ressource. Donc, c'est sûr qu'elle agit en fonction d'eux, mais c'est pas de la jalousie à proprement parler. OK, ouais, je comprends. C'est pas le sentiment de jalousie qu'un être humain peut avoir. Oui. C'est pas le même... Donc, c'est pas au niveau de vraiment de l'émotion. C'est vraiment par rapport au chien. Fait que ce qu'on va associer souvent à de la jalousie, en fait, c'est des comportements de protection de ressources. Mais quand même. Certaines races sont plus intelligentes que d'autres? C'est faux, en fait, de croire ça parce que j'ai souvent vu, exemple, on y va avec cette race-là parce que souvent, elle est très, très mal comprise. Mais, exemple, les petits chihuahuas, souvent, les gens vont dire « Ah, ça, c'est pas intelligent, ça n'apprend rien. » Ben, c'est parce que souvent, les gens prennent pas le temps de leur apprendre plein de choses. N'importe quelle race de chien peut être aussi intelligente qu'une autre. Souvent, ce qu'on va associer à de l'intelligence, en fait, c'est de la motivation. Donc, c'est un peu comme quelqu'un, exemple, bon, ben pourquoi il est super bon au basket? C'est pas qu'il est plus intelligent qu'un autre. Souvent, c'est parce qu'il est plus motivé, puis il aime ça, le basket, puis il en mange. Fait que là, il se donne tellement qu'il finit par être super bon puis à progresser dans le sport. Bien, c'est un peu le même principe avec le chien. Souvent, ce qu'on associe à un chien qui est moindrement plus intelligent, c'est vraiment un chien, en fait, qui est plus motivé. Donc, si j'ai un chien qui est motivé par le jeu, il adore le contact avec l'humain, il adore plaire, il adore la nourriture parce qu'il est gourmand, il adore la découverte, la nouveauté, bien souvent, il va être associé à un chien qui est plus intelligent parce qu'il va apprendre plus rapidement. Mais pourquoi il apprend plus rapidement à la base? C'est parce que ses motivations sont plus élevées. Donc, c'est faux de croire qu'un chien, souvent, apprend plus rapidement parce qu'il est plus intelligent. Souvent, ça va être relié à son taux et son niveau de motivation, en fait. Ah, OK. Mais dans le fond, c'est un peu, comment je dirais ça, c'est un exemple. Le chien à qui tu apprends des tours, puis l'autre qui ne veut pas apprendre de tours, c'est pas nécessairement qu'il est moins intelligent. C'est que dans sa tête, il doit se dire « Pourquoi je ferais ça? » Oui, c'est qui est moins motivé. Okay. Puis évidemment, les outils de motivation, ça se crée aussi chez un chien. Donc, et ça, on va le voir dans mes conseils là, que je recommande le plus. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça se bâtit, là, des outils de motivation. Il y en a qui l'ont un petit peu plus naturel, mais ça se bâtit aussi même chez les chiens qui ont peut-être un petit peu moins de motivation, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du contact, au niveau de la nourriture, etc. Là. Fait que, puis là, ici, j'ai mon chien a une tête de cochon. Il veut juste me faire fâcher.
C'est-tu un mythe? Tu sais, le chien réagit-tu juste pour qu'on réagisse? Non, c'est ça. C'est vraiment un mythe dans le sens que le chien n'est pas tête de cochon. T'sais, un chien, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'humain à la base. Oui, c'est parce que c'est le premier animal à avoir été domestiqué, mais il cherche vraiment un rapport avec l'humain, il cherche à plaire. Donc, c'est faux de croire qu'un chien est tête de cochon ou qu'il le fait pas parce qu'il veut nous provoquer ou parce qu'il veut nous faire chier, entre guillemets. Souvent, c'est parce qu'en fait, c'est de l'incompréhension, c'est parce qu'on lui demande un niveau de difficulté qui est peut-être trop élevé au niveau de où ce qu'on est rendu dans l'apprentissage. Mais un chien, il veut pas faire chenoute parce que tu l'as laissé seul pas longtemps ou parce que tu lui as pas donné sa gâterie ou parce que quoi que ce soit. Donc, c'est faux de croire ça aussi. Là. Ah, OK. OK. Rassurer et flatter son chien lorsqu'il a peur, la récompense d'avoir peur. C'est... ben, je comprends, là. C'est un peu dire... mettons, moi mes chiens, ils ont peur du tonnerre, là, puis ça se colle sur moi, puis il faut que je les flatte, puis... Oui, c'est ça, c'est qu'un peu les gens disent, oh, exemple, si ton chien a peur, ben tu peux pas le flatter parce que sinon ça va renforcer sa peur. C'est faux de croire ça. Et le meilleur exemple, c'est que si tu as peur des araignées, puis que je te motive en te donnant 5$ à chaque fois que tu vois une araignée, ou mettons 50$, ben tu n'auras pas plus peur de l'araignée. Tu vas avoir de moins en moins peur de l'araignée parce que je vais faire une désensibilisation progressive en utilisant un renforçateur primaire qui est fort pour toi. Fait que je vais venir à recréer un compte conditionnement. Fait que je vais changer un peu ton association par rapport à l'araignée pour la rendre positive. Fait que c'est vraiment faux de croire qu'on peut renforcer de la peur chez un animal. Au contraire, on peut la diminuer en créant un renforcement positif face aux stimulus quand c'est bien fait, évidemment, de façon progressive. Là. Ah, OK. Ah, ben, regardons ça. Ensuite, un chien qui monte est un chien qui veut nous dominer. Ça fait partie, on va en voir quelques-uns, comme j'ai expliqué dans l'ancien podcast, le dernier podcast, donc au niveau vraiment de tout ce qui a trait à la dominance, qui a été le premier mythe qu'on a vraiment discuté. Comme j'ai dit, on en parle brièvement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais là, maintenant, on est un peu limité dans le temps, puis le but, c'est pas non plus d'approfondir un sujet puis faire une maîtrise là-dessus, mais en gros, c'est de comprendre un peu dans toutes ces sphères-là que le chien ne domine pas, donc c'est pas parce qu'il nous saute dessus qu'il nous domine. Là. Souvent, c'est juste qu'il est content et que le chien, bien, quand il est content et qu'il voit un autre chien, comment il joue, comment il socialise, c'est qu'il saute dessus, il se mordit et il jappe après. Donc, le chien va avoir tendance à reproduire ces comportements-là avec l'humain si on ne lui a pas montré quel comportement est plus adapté face à l'humain pour obtenir ce qu'il veut. Mais c'est faux de croire qu'un chien nous saute dessus parce qu'il veut nous dominer. Là. OK. Puis à l'inverse, maintenir son chien au sol pour qu'il s'associe, qu'il associe le fait qu'on est le maître. Oui. Ça, on voit souvent ça. Les gens vont dire, quand il saute, ben, tu sais, projette-le au sol ou mets ton genou pour y faire mal ou ben, il y a le principe de dominance, tu te couches sur le dos. Oui, c'est ça, pour lui montrer que c'est toi le boss. C'est pas vrai du tout, ça non plus. Là. Ça va créer de l'incompréhension. Puis chez la plupart des gens qui ont déjà utilisé ces techniques-là, le chien va monter en frustration, va encore plus sauter dès qu'on va le laisser ou encore plus venir nous mordiller, etc. Puis ils vont dire, ah, il essaie encore plus de me dominer parce que là, dès que je lâche, il me ressaute dessus encore plus intensément, il me mord. Mais en fait, c'est juste parce que le chien, en sautant sur toi, il veut jouer. Donc là, il ne comprend pas pourquoi tu le soumets au sol puis tu l'obliges à être là. Donc, dès que tu le lâches, souvent, c'est un peu comme associer un chien que, bon, ben l'autre chien, il est par-dessus, on joue ensemble. Donc, le chien, même si tu essaies de lui envoyer un message que, hey, je te mets au sol parce que j'aime pas ça que tu sautes puis saute-moi pas dessus, c'est moi le boss. Ben en fait, on lui envoie un message que, hey, on joue, puis même je te saute dessus puis je te projette au sol, mais avec notre énergie qui est, hey, ben là, c'est vraiment contradictoire parce que dans notre comportement, on renvoie une émotion qu'on cherche le jeu, je te projette au sol, c'est le fun, mais avec notre énergie, le chien voit clairement puis nos émotions, il voit clairement qu'on n'est pas content. Fait que, tu sais, ça crée vraiment de l'incompréhension chez le chien parce qu'en fait, c'est pas du tout... c'est pas du tout cohérent ce qu'on fait vs ce qu'on projette au chien vs le comportement qu'on a en ce moment. C'est ce qui fait de l'incompréhension chez l'animal. Puis souvent, il va monter en frustration puis il va encore plus reproduire les comportements. Là. Mais en gros, un chien qui nous saute dessus, le meilleur truc que je peux dire aux gens, c'est de l'ignorer, de se détourner puis de lui montrer que c'est plus payant de s'asseoir. Donc, si, exemple, il sautait pour avoir la balle, bien, la balle disparaît. J'y montre qu'il s'assoit. Quand il s'assoit, la balle réapparaît et là, il l'obtient. Donc, le chien sautait pour obtenir la balle. Bien, il comprend que si je veux la balle, si je saute, je ne l'ai pas. Si je m'assois, je l'obtiens. Donc, il va y aller avec le comportement qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Même chose, si le chien sautait pour obtenir mon contact, bien, il perd tout contact, mais je lui montre qu'en s'assoyant, là, il obtient mon contact. Donc, si je suis
perspicace, je suis toujours cohérente et c'est toujours la même chose que je fais, bien, le chien va finir par comprendre que finalement, si je veux de l'attention, sauter, ça ne me donne rien parce que je ne l'ai jamais eu. Tandis que quand je m'assois, bien là, j'en obtiens. Donc, il va y aller, même si c'est moins naturel et instinctif pour lui, il va y aller avec ce qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Même chose si... le chien, je ne sais pas, moi, il sautait sur la table pour obtenir les choses, bien, je vais lui faire montrer que s'il s'assoit, il va l'obtenir. Donc, il va avoir plus tendance à s'asseoir au lieu de sauter, exemple, sur un objet. Donc, c'est vraiment d'aller chercher plus loin que le comportement. C'est la raison du pourquoi. Pourquoi que le chien effectue ce comportement-là? Quand je sais la raison du pourquoi, je peux venir puis après ça, me poser la question, mais qu'est-ce que j'aimerais ça qu'il fasse à la place comme comportement, exemple, au lieu de sauter? Bien, j'aimerais ça qu'il s'assoit. Bien, c'est de lui faire faire. Donc, c'est du conditionnement. C'est de remplacer le comportement qu'on n'aime pas par un comportement qui est plus approprié. Et si l'animal obtient ce qu'il désire après ma barre, bien, ce comportement-là va être renforcé. Donc, il risque de reproduire de nouveau ce comportement-là. Et je le travaille et je le renforce jusqu'à temps qu'il soit conditionné et que le chien sache que si je veux ça, c'est ça que je dois faire. Donc, c'est mieux que ça vienne c'est mieux de naturel. changer de façon de faire que d'être punitif. Oui. Okay, c'est de montrer à l'animal, en fait, ce qu'on attend de lui, puis un comportement qui est plus approprié pour obtenir ce qu'il veut. Parce que si on brime les comportements, comme je l'ai dit dans les autres podcasts, les comportements sont là pour combler des besoins, pour s'exprimer, etc. Donc, est-ce que je veux vraiment brimer mon chien, puis dans le fond, pas combler le besoin, si je viens pas dans le fond, si je réponds pas au comportement, réponds pas, bien, dans le fond, je réponds pas aux besoins, je réponds pas le moyen d'expression de mon chien. Donc, au final, bien, mon chien va quand même reproduire le comportement parce que le besoin n'est pas comblé. Donc, ce n'est pas seulement de juste empêcher le chien de reproduire le comportement, c'est de lui montrer un comportement qui est plus approprié, qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Comme ça, là, au moins, tout le monde est satisfait dans le sens que je viens pas à brimer mon chien. Ses besoins peuvent être comblés. Il peut sentir le besoin de s'exprimer quand même, mais dans des façons qui sont adaptées, qui sont plus humaines, en fait, pour nous, qui sont plus justes. OK. Donc, ça revient au même des sites. Il sait quoi faire, mais il fait exprès de ne pas le faire quand je lui demande. Oui, ça, c'est pas vrai. Si le chien, évidemment, il a été saturé, ça se peut qu'il soit plus motivé. Ou si j'ai fait une séance, un année d'entraînement pendant 2 heures, ça se peut qu'il n'aille plein son casque et qu'il soit écœuré. Là. Fait que là, ça se peut que ça ne tente plus. Parce que comme n'importe qui, à un moment donné, faire de quoi pendant des heures et des heures, à un moment donné, on finit par se tanner, surtout si on a comblé notre besoin, puis que justement, que le besoin est comblé, fait qu'on sent plus le besoin de travailler pour. Là. Okay, ouais. Donc, mais le chien, c'est pas qu'il veut pas pour nous faire chier ou parce que ça ne tente plus, en guillemets, là, tant que ça. Là. OK. Et puis ça, celle-là, on ne doit pas donner de nourriture à table à un chien, sinon il va toujours quémander. Oui, ça, c'est pas vrai du tout. C'est sûr que ça dépend tout le temps. Je te dire le contraire. Là. Ça dépend, c'est vraiment. C'est sûr que si mon chien... il commande à la table, mettons, puis que, mettons, il me regarde ou il me saute dessus pour en tenir, puis là, j'y en donne, bien, je renforce ses mauvais comportements. Donc, c'est sûr qu'après ça, il va être porté, oui, il va savoir que comment je dois faire pour obtenir la bouffe de table, je dois quémander, donc ça va devenir un comportement que le chien risque de reproduire. Par exemple, mes chiens mangent de la nourriture de table à tous les jours parce que je leur en donne, etc., mais je leur en donne pas quand ils commandent. Donc, ils savent que pour obtenir la nourriture de table, bien, ils doivent soit être couchés calmement et ne pas commander, ou un petit peu quand on a mangé tout à l'heure, là, puis qu'ils étaient près de toi, ou qui doivent, par exemple, aller sur leur tapis ou ces choses-là. Mais, il espérait juste que j'échappe des c'est graines. Ça. Mais ils ne commencent pas à quémander pour obtenir de la nourriture, puis c'est pas à tout coup qu'ils vont être harcelants. Mais c'est sûr que si j'aurais donné la nourriture quand ils auraient effectué des comportements de quémander ou d'être harcelants, bien, eux autres, ils auraient été renforcés que quand il y a de la nourriture, tel et tel comportement a fonctionné, donc ils l'auraient conditionné et reproduit. Okay. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ambivalent dans le sens que, oui, le chien peut venir, si tu donnes la nourriture de table quand il commande, oui, à toujours commander pour en avoir, parce que là, ses comportements sont renforcés, mais si au contraire, on lui montre qu'est-ce qui est adapté comme comportement pour obtenir de la nourriture, c'est pas vrai de dire à tout coup que parce qu'on donne la nourriture du table à un chien, qu'il va venir à toujours quémander puis à être harcelant, ça, c'est pas vrai. OK. Je ne sais pas. Je comprends. Non, mais je comprends, là. Je comprends que tu as le chien à côté, si tu es à la table puis tu lui donnes de même, tu crées un comportement. Oui. OK. Mais autrement, il va quand même être là. Moi, j'ai vu ça. Là. Ils vont quand même être là, mais ils attendent. Oui, c'est ça. Bien, au moins, il ne sera pas harcelant. Non, mais c'est faux de dire que parce que, tu sais, il y en a qui disent, ah non, je ne donnerai jamais de nourriture de table à mon chien parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que sinon, il va devenir harcelant, puis il va sauter sur le monde, il va sauter sur la table, puis il va toujours en demander, mais c'est pas vrai du tout. Là. Mais c'est sûr que si oui,
on lui donne la nourriture de table, quand il effectue ces comportements-là, là, oui, il risque, évidemment, il va être renforcé, donc il va les reproduire. Oui, oui. Ah, bon. Fait que c'est quand même à faire attention, mais c'est pas vrai de dire que parce que, exemple, là, qu'on n'est pas à la table, je donnerais un petit bout de bacon à mon chien, puis qu'après ça, dès qu'on mange, puis qu'il sentirait l'odeur, il viendrait fou ben raide, puis il ferait que penser à commander. Là. OK. Il peut avoir plus d'intérêt parce que là, il a goûté, il sait ce que ça goûte, il sait que c'est super intéressant. Puis pour le chien, comme il l'a pas souvent, oui, on travaille en privation-saturation. Fait que comme il est privé de pas l'avoir comme il veut, bien oui, ça n'a plus d'intérêt à ses œufs. Donc, il peut être un peu plus au début. Mais si on lui montre la bonne façon de comment l'avoir, puis que c'est pas justement en commandant, en étant harcelant, c'est pas vrai de dire que le chien va être harcelant à tout prix parce qu'on lui a déjà donné de la nourriture de table. Mettre le nez du chien, ça c'est mettre le nez du chien devant ou directement dans ses besoins pour apprendre la propreté qu'il ne faut jamais ramasser un besoin avant son chien. Oui. Ça, on l'entend encore quand même assez régulièrement. Ça commence à être un peu plus démystifié, là. Puis les gens comprennent que c'est plus vrai. Mais souvent, les gens, en fait, qui vont mettre le nez dans le pipi de leur chien, en fait, souvent, ce que ça va créer, c'est que, de un, ça n'améliorera pas la propreté parce que le chien, il n'a pas, comme j'ai dit, la compréhension assez poussée pour dire « Ah, c'est parce que là, 15 minutes, j'ai fait un pipi là, puis là, mon maître me le montre. » Tu sais, le chien n'a pas cette compréhension-là. Souvent, ce que ça va créer, j'ai vu beaucoup de chiens qui vont développer justement de la corpophagie ou ces choses-là, donc ils vont commencer à même lécher leur urine, parce que la seule chose qu'ils comprennent, c'est que ça doit disparaître en présence de mon maître. Donc souvent, ça vient créer des chiens qui apprennent pas plus la propreté, qui finissent par quand même, exemple, être malpropres, mais là, ils vont commencer à lécher leur urine, manger leur excrément pour que ça disparaisse, parce qu'ils ont l'impression qu'en présence ou des chiens qui vont se retenir hyper longtemps, puis ils voudront plus faire le besoin, même à l'extérieur, parce qu'ils pensent juste qu'ils doivent pas faire ça, puis que ça doit pas être en présence de l'humain. Donc, souvent, ça vient à créer d'autres problématiques qui sont beaucoup plus graves que juste la malpropreté, qui est quand même assez facile à travailler quand on travaille avec les bons outils. Hey, j'ai fait ça, moi. Ma chien avait plus la maison. Non, mais oui, ben moi aussi, je l'ai fait. Puis c'est pas on n'est pas là pour commencer à taper sa tête de tout le monde. Moi, je l'ai fait aussi avec mes premiers chiens avant que je sois intervenante en comportement canin. C'est juste d'être capable de prendre le fait de « OK, je l'ai déjà fait, mais là, je suis au courant, je suis conscientisée à ça, donc je vais y aller avec d'autres méthodes, mais c'est correct. » Tout le monde le fait, puis on a été, je pense, éduqués de cette manière-là. Puis les gens nous disaient que c'est ça qu'on devait faire, donc c'est ce qu'on faisait. Et ça vient aussi avec un peu, je pense, une incompréhension, un manque d'éducation à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi, là, on est là aujourd'hui pour en parler. Mais souvent, ça va créer plus de problématiques et le chien ne comprendra pas. Puis souvent, les gens vont me dire, « Ben oui, j'y mets la face dedans, puis il est là de même, il shake. » Mais exemple, mets-y la face dans son bol de bouffe avec la même réaction de le pogner par le cou puis faire « Hey, c'est quoi ça, là, le pipi? » Je te dis, même si tu le mets dans son bol de bouffe qu'il mange à tous les jours, il va avoir la même réaction. Parce que le chien réagit à ton énergie, à ton comportement. Fait que, exemple, où les gens qui disent « Oh, quand il détruit de quoi, ben j'y approche à 2 pouces de la face, puis là, tu sais, j'y frotte entre les gencives pour lui montrer que ça, tu manges pas ça, puis il est là de même en shakant, puis il voit là, que je suis pas contente, mais il voit juste que t'es pas contente. Mais il arrive pas à comprendre que c'est parce qu'une demi-heure avant, il a mangé ou détruit tes souliers ou quoi que ce soit. Okay. Il réagit juste. Mondi, puis ça, souvent, je dis aux gens quand ils me croient pas, « Ouais, mais quand j'y monte l'outil, il est là de même. » Bien, Mondi son os ou son jouet qui joue à tous les jours, avec la même réaction que toi par rapport à ton soulier, puis je te jure que ton chien va avoir la même réaction. Pourtant, il sait là, que son jouet, il a le droit de le manger, là, puis il se dit pas, mon jouet, j'ai pas le droit de le manger. Là. Donc, c'est faux de croire ça aussi. Donc, le meilleur truc que je peux donner aux gens, c'est de récompenser les besoins à l'extérieur avec le bon timing. Donc, dès que le chien fait ses besoins, d'avoir une meilleure gestion, de sortir son animal plus souvent. Et si, malheureusement, le chien a fait son besoin et que je le vois pas sur le moment, ça ne sert à rien d'essayer de le punir de quelconque façon soit-il. Le chien apprend sur timing, crée des associations sur timing. Donc, si le timing n'est pas dès que le chien effectue le comportement, autant pour le renforcer que pour le punir, ça ne sert absolument à rien. Le chien n'associera pas ce qu'on essaie de lui montrer. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, une bonne gestion, sortir le chien plus souvent, renforcer les besoins à l'extérieur jusqu'à ce que le chien sache que c'est plus payant de les faire à l'extérieur, etc. C'est sûr que c'est des trucs rapides, là, mais c'est les meilleurs trucs que je peux donner plus rapidement. Qu'on fait, là, quand il sort,
ils vont faire le pipi, ils rentrent, ils attendent après le gâterie. Oui, mais tu vois, ça, c'est pas le bon timing. Non, parce que des fois, ils veulent sortir pour Oui. rien, puis ils reviennent, ils veulent encore des gâteries. C'est ça. Souvent, les gens me disent, ben je le renforce, mais j'ai pas d'amélioration. Même, il rentre vite, puis il fait son besoin à l'intérieur, ben c'est parce que t'as pas le bon timing. Ça fait un animal qui pense que c'est payant de sortir pour se dépêcher à rentrer pour obtenir une gâterie. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que soit on sort avec le chien, et dès qu'il fait son besoin, je dis, bon, ça fait que souvent, je le marque, besoin mon chien, et là, dès qu'il termine, j'y donne sa gâterie vraiment avec lui, ou bien, tu sais, je le surveille à l'extérieur, par la porte, puis dès qu'il termine, ben je garoche la gâterie par la tête, là. Mais là, le timing est bon. Si on attend que le chien revienne, même si c'est juste qu'il n'est même pas encore rentré dans la maison, le chien va peut-être plus l'associer au fait de revenir à nous que par rapport à la propreté. Fait que les gens vont souvent me dire, ben je renforce. Ça fait des mois que je renforce ça puis j'ai pas d'amélioration. Mais quand ils me le disent comment ils le font, ben on se rend compte que finalement, ils renforcent d'autres comportements vraiment ben pas contradictoires, mais contrairement à l'opposé de ce qu'ils veulent vraiment renforcer en tant que tel. Hey, t'es... c'est en train de tout... Ouais, ça roule, hein? Non, mais c'est tout... Dans le cerveau. C'est tout, comment je dirais ça, tout ce qu'on apprenait, on a appris à faire depuis longtemps. Aujourd'hui, on se dit, attends un peu. Hey, OK. Ben c'est bien, c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça que justement les techniques évoluent, puis que l'évolution en tant que telle, dans l'évolution, c'est dans n'importe quoi, c'est pour permettre en fait d'avoir une meilleure capacité d'adaptation, être capable d'avoir une meilleure chance de survivre pour n'importe quelle, je pense, espèce animale ou humaine. Donc c'est la même chose. Puis c'est correct, je pense, d'en parler aussi pour être capable de voir qu'est-ce qu'on faisait de mal, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer maintenant qu'on est en meilleure connaissance de cause. Puis là, ici, si on protège sa nourriture, en tout cas, si on protège sa nourriture, c'est qu'il essaie de dominer. Tu dois lui couper l'accès à son bol jusqu'à ce qu'il se soumette. Ouais. Tu sais, c'est vrai qu'il y en a qui pensent ça. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça souvent. Là, tu lui mets ton plat, il gronde. Ou tu lui renlèves, justement, pour... c'est pas ça qu'il faut faire? Non, ben en fait, c'est ça. Souvent, les gens vont dire, bon, ben le chien, exemple, je m'approche de son bol, il grogne, il essaie de me dominer, je vais y enlever. Ben souvent, en fait, le chien, comme j'ai dit, c'est un peu le même principe. Au niveau de la dominance, c'est pas qu'il essaie de te dominer, c'est qu'il protège sa ressource. Il a associé que... à force que ça soit répétitif et constant, quand tu t'approches de son bol, tu y enlèves. Fait qu'à un moment donné, quand il voit que tu t'approches, il procède par, justement, il sait ce qui va se passer, par prédilection. Donc, il sait que si tu t'approches, tu risques d'y voler son bol. Donc, il vient à vouloir le protéger. Comme exemple, n'importe quelle ressource, que ça soit jouet, un os, etc. Donc, souvent, les gens vont dire, oh, le chien essaie de me dominer. Mais en fait, non, c'est juste qu'il a associé que souvent, quand tu t'approchais, l'humain s'approchait, il volait sa ressource. Donc, c'est pourquoi il sent le besoin de la protéger aussi. Puis ça a le plus de valeur à ses yeux, bien encore plus. Comme toi, exemple, si il y a 5 pièces à la table, on ne le protégera pas trop, mais s'il reste 100 000 à la table, c'est sûr que tu me watcherais là, pour être sûr que je ne parte pas avec une coupe de billets pas mal plus. Tu ferais pas mal plus de protection de ressources parce que la valeur est beaucoup plus importante. Mais c'est un peu le même principe pour le chien. Là, mais dans cette optique-là, nous autres, moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais. C'est-à-dire que mon chien, justement, écoute, je l'habituais, moi, à y enlever son bol, puis s'il me grondait après, assis. J'y redonnais. Après ça, je renlève son bol jusqu'à ce qu'il arrête de gronder. Je l'habituais, moi, justement, parce que j'avais des enfants. Dans le cas où un enfant, il enlève son bol. Puis... Il y en a souvent qui font ça, mais tu vois, la plupart font ça, puis c'est pas la bonne technique parce que souvent, on va venir à rempirer. Il y a des chiens qui vont procéder par ce qu'on appelle, ils vont comme laisser tomber un peu, fait qu'ils vont comme inhiber leur comportement, puis ça va fonctionner. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas parce que souvent, les gens me disent ça, ben moi, ce que je fais, c'est que j'y enlève son bol, puis j'y redonne, mais tu sais, j'y enlève pour l'habituer justement parce que tu sais, c'est des enfants. Mais souvent, les gens qui font ça, ils vont venir à la créer, la protection de ressources. Fait que souvent, ils me disent, ben je fais ça, mais c'est encore plus pire. Bien, c'est parce que c'est comme toi, si je t'enlève ton assiette, même si je te leur donne, ben je te dérange. Fait que ça devient négatif. Fait que la prochaine fois que je m'approche, ben c'est sûr que t'es comme plus à vouloir la protéger. Un peu comme des enfants, tu sais, s'il sait que son frère, il vient tout le temps, il voler son jouet, ben Mané, dès que le frère approche de la sœur, il a même pas encore volé, puis elle est déjà sa crise de faire comme « Ah, mon jouet! » Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ça. On voit ça souvent chez les parents, là, avec les enfants. Bien, parce qu'ils sont plus au niveau de leurs émotions primaires, un peu comme un chien. Bien, c'est sûr que c'est un peu le même principe. Donc, il y a une partie de la solution qui est bonne, mais moi, ce que je fais souvent, c'est, exemple, j'irai jamais enlever le bol, je vais rajouter. Donc, je m'approche, je gosse dans le bol, mais je rajoute. Donc là, c'est pas grave, même si on vient déranger le chien, parce qu'il associe que finalement, quand l'humain s'approche de ses ressources, il y enlève pas, il en obtient plus.
Donc là, le chien, on a la bonne technique. Mais si on fait juste enlever le bol ou déranger dans le bol sans jamais rien rajouter ou offrir un échange au chien, bien là, on pense qu'on essaie d'éviter la protection de ressources, mais souvent, on va venir à l'augmenter ou la créer, sauf dans certains cas, comme j'ai dit, que des chiens vont vraiment juste inhiber leur comportement. Fait qu'ils vont vraiment comprendre que, bon, ben je dois pas grogner, je dois rien faire. Donc, mais ça, c'est pas bien d'inhiber des comportements parce que là, le chien va venir souvent être plus réactif encore puis aller dans des signaux d'apaisement qui sont plus intenses. Fait que l'idéal, c'est vraiment ce que je fais au niveau de la protection de ressources, c'est d'apprendre au chien que finalement, l'humain, c'est payant quand il s'approche de ses ressources. Fait que première étape, apprendre à donner au chien parce que si le chien donne de façon volontaire, bien, c'est lui qui prend la décision de donner. Donc, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Mais tant que le chien ne s'est pas donné, on devrait toujours faire soit des échanges, donc je te donne quelque chose, tu me donnes le sien. Comme ça, le chien, c'est lui qui prend la décision quand même de lâcher l'outil pour obtenir plus. Donc, on évite les risques et on évite souvent l'association que l'humain s'approche, il retire parce que je fais un échange et je laisse le choix au chien. Ou bien, je détourne l'attention. Par exemple, je peux garrocher de quoi? Par exemple, une gâterie. Le chien prend la décision de délaisser l'outil, en tout cas la ressource qu'il avait, peu importe que ce soit l'os, le jouet, le bol, pour se diriger vers l'autre outil. Et là, je peux aller enlever. C'est une question aussi de sécurité pour éviter les risques tant que le chien ne s'est pas donné. Et on évite surtout que le chien crée l'association. Parce que le chien, souvent, la protection de ressources, de un, ça se développe quand le chien grandit. Parce qu'avant, quand il est jeune, bien, il n'est pas capable de protéger ses ressources parce qu'il est trop chiot. Fait qu'il n'a pas encore atteint ses capacités cognitives, physiques, etc. pour être capable de protéger ses ressources. On peut en retrouver des fois chez certains individus très, très jeunes. Souvent, c'est des individus qui vont avoir subi des manquements. Donc, s'il a manqué de nourriture, c'est sûr qu'il peut développer de la protection de ressources beaucoup plus tôt. Ou des fois, chez des individus où il y a eu beaucoup de frères et sœurs. Donc là, ils devaient comme un peu se battre continuellement là, pour obtenir les ressources, un peu comme je parlais des loups quand que leurs ressources étaient limitées, puis qui étaient en cage avec David Merck sur la théorie sur la dominance, justement, qui a été réfutée. Donc, c'est un peu le même principe, mais... Normalement, c'est sûr que c'est ça, la protection de ressources, ça va vraiment se développer aussi par association. Donc, c'est pas la première fois que tu vas, l'exemple, la bobette qu'il a pris dans sa gueule directement, ou tu enlèves son bol, ou tu enlèves sa balle parce qu'il est en train de la détruire, ou tu enlèves son os parce que tu veux le garder pour plus tard. C'est que souvent, les gens m'appellent quand le chien a 1 an, 2 ans, puis ils disent « Mon chien n'a jamais fait ça, mais là, il s'est mis à me grogner après quand j'ai approché la balle. » Bien, c'est parce que le chien, il crée des associations à répétition. Fait que lui, ça fait 50 fois dans la 2 dernières années que tu as enlevé la bobette, tu as enlevé le soulier qui était en train de détruire, tu as enlevé son bol, tu as enlevé l'os, tu as enlevé son jouet. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il associe que l'humain, quand il s'approche de mes ressources, va me l'enlever et c'est là qu'il vient à effectuer un comportement parce qu'il sait un peu par prédilection, il sait ce qui va se passer. Donc, il veut éviter puis il démontre un comportement pour dire « Hey, là, je te démontre que je veux pas que tu me l'enlèves, lève parce que je le sais que normalement, quand tu viens, tu vas me l'enlever. » Donc, c'est vraiment si on crée l'association, qu'on fait toujours un échange, qu'on apprend au chien à donner, puis qu'au contraire, on lui montre que c'est payant quand l'humain s'approche de ses ressources et qu'il va jamais y enlever, mais rajouter, bien là, on vient éviter que notre chien développe une grave problématique comportementale parce que la protection de ressources, c'est travailler sur des émotions. Le chien a peur de perdre sa ressource, donc c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à travailler parce qu'on ne doit pas simplement travailler le comportement du chien, on doit travailler l'émotion et l'association, changer l'association aussi qui est reliée à cette séquence-là. Donc, c'est plus complexe un peu. Et comme la protection de ressources à la base est quand même naturelle et instinctive chez tout animal, bien déjà là, on doit travailler aussi un instinct qui est naturel, propre au chien. Donc, c'est plus déjà difficile. Donc, souvent, si on peut, avec ces tout petits trucs-là, qui est d'éviter d'enlever, faire des échanges, apprendre au chien à donner, respecter le choix, montrer au lieu que c'est payant quand l'humain s'approche et ne jamais enlever, mais faire des échanges, etc., bien, on vient à éviter que notre chien, quand même, développe une problématique comportementale qui est quand même assez intense parce que là, quand notre chien vient à protéger des ressources, c'est quand même difficile à travailler. Puis souvent, quand les gens viennent à consulter, c'est parce que le chien protège quand même intensément sa ressource. Donc, c'est beaucoup, il y a un niveau de risque aussi par rapport à ça. Là. Un chien qui grogne est un chien agressif, mais ça, tu réponds pas. On en a parlé un peu parce qu'on va y aller à la prochaine. C'est bon, il n'y a pas de problème. On continue la semaine prochaine avec d'autres c'est le fun. Merci. Merci à toi, ça va se faire plaisir de démystifier ça avec toi.